on n'est pas moins de 400 personnes qui se sont inscrites aujourd'hui. Alors, on va débuter officiellement à 12h05, donc pour laisser les gens, la chance aux gens de se brancher. Et d'ici là, si vous avez un téléphone intelligent à la maison, pas trop loin, je vous invite à aller le chercher pour l'avoir un peu plus tard. On va l'utiliser. Si vous n'en avez pas, ne vous en faites pas. On va être capable tout de même de faire l'activité, mais vous pourrez plus à ce moment-là observer. Et j'en profite, comme vous voyez, vous avez des onglets. Et si vous regardez en bas à droite, vous avez une petite flèche vers Converser, une petite bulle. Donc, si vous cliquez là-dessus, ça vous donne accès à la zone de clavardage. Et je vous invite à nous écrire d'où est-ce que vous êtes aujourd'hui, branché sur Internet. Donc, d'où êtes-vous? Et Bécomo, Montréal, Rimouski, Gatineau, Trois-Rivières, Kamouraska. Wow, ça va vite! Blanc-Sablon, wow! Sherbrooke, Villeray, Montréal, Amqui, Matane, Moncton, Nouveau-Brunswick. Bonjour les gens du Nouveau-Brunswick. Saint-Luc-de-Vincennes, Cowansville. Ah, ça, c'est pas loin de chez moi. Moi, je suis à Bromont en ce moment. Île-de-la-Madeleine, bonjour les îles. Compton, je connais bien. L'Épiphanie, à côté de ma ville natale, l'Assomption. Bécomo, Victoriaville, Saint-André-Avelin, Beaucoin également, Asbestos. Bonjour. Donc, comme je le disais aux gens qui sont arrivés un petit peu plus tôt, on va débuter à 12h05. Donc là, il est 12h02. On a 400 personnes qui se sont inscrites au webinaire. Donc, on va leur laisser le temps de se connecter. Et coûte que coûte, on débutera à 12h05. Donc, ça vous donne le temps. Si jamais vous avez un téléphone intelligent à la maison, qui n'est pas trop loin. Ça vous donne le temps d'aller le chercher parce qu'on en aura besoin au cours de la rencontre. Si vous n'en avez pas, par contre, n'ayez crainte. Vous allez pouvoir apprécier tout de même ce qu'on va faire. Je vous invite à couper votre son tout en bas de la plateforme Zoom. En bas à gauche, vous avez un micro, donc je vous invite à le désactiver. Donc, s'il y a une barre rouge, c'est bon signe pour le moment. On verra tout à l'heure qu'on vous invitera à les activer. Donc, on a 220 participants déjà. Super. Donc, pour les gens qui viennent juste d'arriver, je vous invite dans la zone de clavardage. Donc, si vous regardez en bas et que vous déplacez votre curseur, vous avez une petite bulle où il est marqué « Converser ». Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à aller cliquer là et d'aller saisir le message d'où est-ce que... Ah, merci Sonia, ma collègue, qui me dit « Je t'envoie plein de belles énergies. » C'est bien gentil. Donc, je vous invite à venir nous écrire d'où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, Gaspé, Terrebonne, Matane, super. Havre-Saint-Pierre, bonjour. Mont-Laurier, Kamouraska. C'est merveilleux de voir la diversité des gens un peu partout au Québec, encore plus éclaté avec la distanciation physique. Montréal-Rosemont, merci du granit, Lac-de-Relais, bonjour. Donc, encore une minute, on débute à 12h05 exactement pour être respectueux des gens qui se sont présentés tels que convenu à l'heure. Sachant toutefois que des fois, dans le cadre d'un webinaire, on ne peut pas arriver au tout départ, mais les gens se joindront à nous et on les attrapera. Ils nous attraperont quand ils seront arrivés. Donc, les gens qui viennent à peine de rentrer, je vous invite à aller dans la zone en déplaçant votre curseur en bas à droite, converser et nous écrire d'où est-ce que vous êtes aujourd'hui en ce moment. Là, n'ayez crainte, là, ceux qui m'ont entendu 3 fois répéter la même chose, ça va être la dernière fois que je vais le dire. Donc, Alma, Andréa de Montréal, Shawinigan, Magog, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bécomo, Rimouski-Neigette, bonjour, La Beauce. Alors, il est 12h05, on va débuter. Une des règles en animation, c'est d'essayer de débuter à l'heure. Comme ça force les gens la prochaine fois à arriver à l'heure. Si on attend tout le temps tout le monde, les gens s'habituent
à ce qu'on parte en retard et donc se permettre d'arriver en retard. Donc, allons-y. Donc, tout d'abord, on va y aller. Donc, aujourd'hui, webinaire midi. En fait, je vais couper la présentation, là, puis on va se permettre un trip. Là. Je demanderai à tout le monde dans votre en bas à gauche d'aller ouvrir votre caméra. Donc, c'est rare qu'on est si nombreux hein, sur Zoom. Et j'ai envie de voir des visages. Hein. C'est merveilleux de voir ça. Il y a sûrement des gens que je connais là-dedans, mais là, à voir tous ces gens. Oh, mon Dieu, M. Coué qui était parmi nous. Hein? Quel honneur. Donc, écoutez, bienvenue. Bienvenue. Je vous repartage mon écran. Voilà, c'est parti. Donc, aujourd'hui, pour les gens qui connaissent Comme nager pour emporter, on a l'habitude à chaque automne de faire un webinaire, les incontournables. Cette fois-ci, c'est des incontournables pour vos animations en ligne. Un peu comme vous, on a été projeté, propulsé à vitesse grand V dans l'animation en ligne, tant au niveau de la formation que de l'accompagnement dans les 6 derniers mois. Et ça, bien que ça fait 10 ans, dans le fond, que Comme Nagir accompagne en ligne, parce qu'on accompagne des gens de partout au Québec et on ne peut pas, pour une réunion de 3 heures, se rendre en Gaspésie de Québec ou de Montréal à chaque fois. Donc, souvent, depuis 10 ans, on accompagne, mais comme vous, probablement, on a intensifié tout ça depuis quelques mois. Et on s'est dit quelle pourrait être notre contribution particulière, sachant qu'on n'est pas des experts du web, mais sachant pareil qu'on a une certaine expérience de l'animation en ligne, mais surtout de l'animation en ligne qui vise à faire travailler des gens ensemble dans un contexte de développement collectif où c'est plusieurs organisations ou des organisations avec des citoyens qui, tant bien que mal, doivent continuer à travailler ensemble, doivent continuer à s'engager, à se mobiliser pour le développement collectif de leur communauté. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on va vous présenter tout ça aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, est-ce que c'est la bonne? Oups, excusez-moi. Voilà. Donc, aujourd'hui, les objectifs du webinaire, d'une part, vous présenter des incontournables pour une rencontre réussie en ligne. Qu'est-ce qu'il faut faire ou de quoi il faut prendre en compte avant la rencontre? Hein? Parce que là, on n'est plus dans le même paradigme. Ce qu'on faisait avant une rencontre en présence, ce n'est pas la même chose nécessairement ou doit être adapté lorsqu'on est en ligne. Même chose pendant la rencontre, donc on va vous présenter tout ça. On va par la suite vous présenter comment animer 2 outils et vous les faire participer pour atteindre en ligne un objectif précis d'animation qui est de déclencher et d'amorcer les échanges. Pourquoi juste 2? Parce qu'il est prouvé d'un point de vue scientifique que lorsque vous assistez à un cours magistral, uniquement magistral, le lendemain, vous en rappelez à peu près 5 nous, on va rajouter de l'audiovisuel. Donc, avec l'audiovisuel et le magistral, vous risquez de vous en souvenir un peu. Et on va faire la démonstration. Donc, on va participer à ces activités-là. Donc, on augmente le pourcentage de chances de retenir tout ça. Par contre, on est bien conscient qu'avec un webinaire midi, on ne pourra pas vous permettre d'aller complètement à fond en seulement 1h30. Mais au moins, on essaie de se donner le plus de chances possible. Donc, au niveau du déroulement, on va faire un léger tour technique, vous donner quelques informations pour débuter. Et ensuite, on va vous faire vivre un premier outil. Ensuite, on va vous parler des incontournables avant de préparer une rencontre en ligne. On va vous faire vivre un deuxième outil. Ensuite, on vous présente les incontournables pendant la rencontre. Et à la toute fin, la première toute fin, on va faire une évaluation du webinaire parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui doivent partir à 1h probablement. Et donc, toute la période de questions-réponses plus approfondie sera à partir de 13h. Donc, avant de commencer, on fait un léger tour technique. Donc, d'une part, je vous rappelle cette diapositive-là pour les gens qui n'étaient pas présents tout à l'heure. En bas à gauche sur la plateforme Zoom, vous avez le micro, hein, l'icône du micro et l'icône de la caméra. Pour l'instant, n'y touchez pas. Je vais vous donner des consignes dans ce sens-là. Ensuite, vous avez l'icône des participants. Donc, vous pouvez voir qui est présent en cliquant là-dessus. Puisqu'on est rendu 264, ça se peut que vous ayez une longue liste de gens.
Ensuite, vous avez le clavardage qui va être très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Et tout en haut, à votre droite, vous avez affichage intervenant. Et avec affichage intervenant, vous pouvez seulement voir la personne qui est en train de parler. Sachez aussi que vu que je suis en partage d'écran, vous avez, donc d'un côté, vous voyez de l'autre côté l'image qui est projetée. Si vous allez avec votre onglet sur le milieu, vous pouvez déplacer cette barre-là pour voir plus ou moins grand, soit la personne qui parle ou la présentation qui vous est faite. Donc, petit code de participation, vous avez aussi au bas de votre écran un bouton qui s'appelle Réaction, dans lequel vous avez des pouces en l'air, vous avez des personnes qui applaudissent. Donc, au cours de la rencontre, n'hésitez pas, s'il y a des choses qui vous intéressent, dont vous êtes fiers, que vous aimez, vous pouvez réagir. Et on vous invite tout au long de poser vos questions dans la zone de clavardage. Donc, si vous descendez toujours en bas, à votre droite, la petite bulle, vous posez vos questions. Et on va s'adresser, dans le fond, ces questions-là, puis vos commentaires, bien sûr. Et on va avoir, après chaque période de contenu, de très courtes périodes de questions-réponses, mais vraiment, on va se l'adresser la majeure partie des questions-réponses à la toute fin, durant la dernière demi-heure. Au niveau du micro, ben, comme je vous ai dit, vous pouvez l'ouvrir ou le fermer lorsque c'est à vous d'intervenir. Et pour ce qui est des caméras, puisque nous, comme animateur, hein, et vous sûrement, quand vous avez animé en ligne, il n'y a rien de plus désemparant que d'être devant des écrans qui sont fermés. Donc, j'inviterai les gens dont le prénom commence par A, B ou C à ouvrir leur caméra. Les autres, vous les fermez pour l'instant. Et on va rouler comme ça, on va changer en termes de gens dont c'est le prénom. Donc, ça permet ça d'avoir un roulement. Bon, là, c'est sûr qu'on est exceptionnellement là, plus de 200. Donc, on n'aura peut-être pas « Bonjour Alexandra », Alexandra que je connais. Donc, ça permet finalement d'avoir un contact visuel avec les gens. Ça leur laisse le loisir aussi qu'il y a des moments où on n'a peut-être pas le goût de se faire voir, mais en s'assurant de varier comme ça, ben, on garde un peu un contact avec tous les gens à qui on est. Donc, les gens dont le prénom commence par A, B ou C, on vous invite à ouvrir votre caméra. En cours de webinaire, si jamais vous avez des questions, puis c'est peut-être le cas là, dans le clavardage, je vous invite à soit écrire dans le clavardage vos questions. Il y a ma collègue Marie-Claude qui est là, qui pourra répondre à vos questions d'ordre technique. Et si jamais, pour une raison ou une autre, là, toute plante, que ce soit de mon côté ou de votre côté, on ne se le souhaite pas tout de même, mais vous avez seulement à recliquer sur le lien sur lequel vous avez cliqué pour vous présenter ici. Et vous allez être automatiquement ramené dans la salle. Avant de vous tomber vraiment dans le webinaire comme tel, je laisse la parole à ma collègue Flavie parce qu'on sait qu'il y a des gens qui partent rapidement à un moment donné et on voulait vous donner quelques informations. Ça va prendre une minute et ensuite, on tombe dans le webinaire. Donc, bonjour à toutes et à tous. Flavie Lavallière, je suis conseillère en développement collectif chez Communagir, comme mon collègue Sébastien. J'ai l'honneur d'être avec vous, de partager votre lunch ce midi. Donc, bon appétit tout le monde. Vous savez que manger devant votre écran, ce n'est pas dans les saines habitudes de vie. Donc, on va vous inviter après le webinaire là, à aller prendre une petite marche pour digérer tout ça. Donc, comme l'a mentionné Sébastien, on le sait qu'il y en a qui devront quitter vers 13 h. Donc, on voulait faire un peu nos annonces pendant que tout le monde, notre public captif, y était. Donc, on vous dit qu'on donne chez Communagir quelques formations. On a donné dernièrement la formation sur la mobilisation. Et prochainement suivra accompagner et animer des processus collectifs. Malheureusement, c'est complet, mais au mois de novembre, il y a gestion de projets collectifs qui permet vraiment d'outiller, de réfléchir à la gestion de projets, à comment est-ce qu'on réfléchit collectivement, on élabore les projets ensemble. Et ensuite, il y a explorer la pérennité. Donc, comment est-ce qu'on fait pour prévoir et planifier dans une visée de pérennité des actions malgré un contexte en mouvance. Donc, c'est deux formations qui vont être offertes cet automne donc à suivre. Ensuite, on vous invite à nous rejoindre pour notre Assemblée générale annuelle qui aura lieu le 26 novembre. Et comme vous devez vous en douter, elle sera en visioconférence, donc sur la plateforme Zoom.
Donc, on va en profiter pour expérimenter, faire vivre les outils le plus interactifs et essayer de rendre cette assemblée générale à distance la plus vivante et agréable possible. Donc, on vous invite à vous joindre à nous, donc le 26 novembre. Et puis, finalement, il y a aussi notre infolettre dans laquelle vous allez avoir accès à toutes nos publications, les nouveaux outils, les articles et les autres recherches qui se retrouvent sur la plateforme Comprendre et agir sur notre site Internet, tout ce qui est le contenu qui se trouve sur le site Internet est présenté aussi quand il y a des nouveaux développements dans notre infolette. Donc, je vous suggère de vous abonner. Donc, ici, on a la plateforme de Communagir, le site Internet de Communagir. Donc, ici, le petit onglet rose qui est encerclé en rouge, c'est pour la plateforme Communagir pour emporter, duquel on va principalement discuter aujourd'hui. Donc, on va vous présenter des outils qui sont décrits sur Communagir pour emporter. Et on voit, voilà, d'autres cercles rouges là, pour l'invitation à notre Assemblée générale, ainsi que comment devenir membre de Communagir, parce que vous devez bien vous douter que vous pouvez toujours participer à l'Assemblée générale, mais pour voter, vous devez être membre. Et pour être membre, il s'agit de remplir le formulaire. Donc, c'était nos petites communications pour cet après-midi. Je cède la parole à mon collègue Sébastien. Alors oui, merci Flavie. Donc, j'ai oublié de me présenter d'entrée de jeu. Sébastien Martineau, conseiller en développement collectif à Communagir également. Peut-être que plusieurs d'entre vous connaissez Communagir par apporter. Donc, c'est des outils d'animation qui sont développés principalement pour des animations en présence. Mais tout récemment, donc, on vient de mettre en ligne la section pour une rencontre en ligne réussie. Et vous avez justement là différentes considérations, autant avant la rencontre en ligne, pendant l'animation en ligne qu'après l'animation en ligne. On va en regarder quelques-unes de ces considérations-là aujourd'hui. On va se concentrer sur, quand on choisit un outil d'animation, c'est tout le temps pour atteindre un objectif. Ce n'est pas une fin en soi, un outil d'animation. Donc, on va se concentrer sur l'objectif de déclencher et d'amorcer les échanges. Et c'est pour ça qu'on va vous faire expérimenter deux outils dans ce sens-là. Sachez qu'on va avoir un autre webinaire au mois de décembre qui va regarder la question de se donner des assises communes. Donc, comment on arrive à avoir une compréhension commune de certaines choses. Donc, ça sera au mois de décembre. Mais allons-y tout de suite. Donc, on va commencer par le questionnaire en ligne interactif. Et là, on va faire un roulement tout de suite. Les gens dont le prénom commence par D, E, F ou G, on a le goût de changer. Hein? Donc, les gens qui étaient ouverts, on ferme nos caméras. Les autres, on les ouvre. On a le goût de voir des nouveaux visages. Vous comprendrez que là, on est dans un webinaire midi accéléré avec plus de 200 personnes. Donc, on va vite là-dessus. Mais dans vos propres réunions, vous pouvez aller à un rythme beaucoup moins rapide lorsque c'est question d'inviter les gens à fermer ou à ouvrir vos caméras. Donc, le questionnaire en ligne interactif, sûrement que certains d'entre vous, certaines d'entre vous connaissez ça. Moi, je l'ai utilisé notamment en présence là, dans une démarche qui visait à se doter d'une planification stratégique collective et particulièrement pour permettre à des partenaires plus éloignés de s'approprier un portrait de diagnostic dans une région du Québec en ce qui a trait à la réussite éducative. Maintenant, le questionnaire interactif en ligne, sûrement vous l'avez déjà expérimenté. Comment on le vit en ligne? C'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, les gens qui ont un téléphone intelligent avec eux, si vous n'en avez pas, ne paniquez pas, on va être plus dans un mode démonstration, mais les gens qui l'ont, ce que je vous invite, c'est de le prendre et d'ouvrir votre navigateur Internet et d'aller cliquer menti.com dans le navigateur et d'aller par la suite entrer le numéro qui se trouve là. Est-ce que, Flavie, tu pourrais écrire le numéro et Menti et le numéro dans le chat, s'il te plaît, parce que moi, je vais basculer rapidement vers la plateforme Mentimeter. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre téléphone intelligent, vous ouvrez Internet, vous allez cliquer dans la barre en haut menti.com et là, il va y avoir un espace qui va être marqué en anglais ou en français, entrez votre code, enter your code, oh, excusez l'accent Jean, 308-5275, donc vous rentrez ça et ça va vous amener
dans un questionnaire en ligne, questionnaire que je vais vous présenter à l'instant même. Donc, j'arrête mon partage d'écran. Excusez-moi, j'y arrive. C'est tout le temps dans ces moments-là. Hop, arrêtez le partage d'écran. Parfait. Je vois ici. Voilà. Et j'y arrive. Je vous partage mon écran. Et voilà. Donc, vous avez déjà des gens qui ont entré. Donc, les gens se connectent. Vous voyez déjà qu'on voit les gens qui se connectent. Certains aiment, d'autres n'aiment pas. Donc, c'est une question de goût, bien sûr. Donc, on va vous inviter à vous connecter. Et une fois que je verrai que ça va un peu moins vite, on passera à la première question. Et vous comprendrez que là, on est dans une perspective d'apprentissage. Peut-être que vous connaissez déjà ça. On essaie de voir comment l'utiliser, notamment pour créer de l'interaction en ligne. Un des, je dirais, défis lorsqu'on anime en ligne, c'est de garder les gens accrochés. Et notamment, souvent, quand on commence une rencontre, eh bien, là, on se met à parler parce qu'on est animateur ou responsable de la rencontre. Mais rapidement, les gens peuvent se sentir désintéressés, peuvent se sentir ennuyés. Donc, un des moyens du questionnaire en ligne interactif, c'est justement de poser des questions, mais pas des questions, je dirais, juste pour passer le temps, mais bien pour se connecter sur ce qu'on vient faire ici ensemble. Donc, j'y vais avec une première question. Est-ce que, je veux juste m'assurer, est-ce que, Flavie, tu vois bien le questionnaire en ligne interactif en ce moment? À l'écran? Oui. 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 Parfait. Alors, on y va pour une première question. Donc, en un mot, pour vous, participer à des réunions en ligne, c'est, donc, vous devriez en ce moment sur votre téléphone avoir la question et on vous invite, et voilà. Donc, nécessairement, peut-être avez-vous déjà fait l'expérience de nuages de mots. Et là, on peut voir que les perspectives sont différentes. Donc, dans un nuage de mots, vous connaissez certainement ça. Plus un mot est gros, plus la récurrence est grande. Donc, plus de gens ont nommé ça. Donc, ça peut vous permettre, surtout lorsque vous avez un grand groupe, d'aller chercher un peu le sentiment des gens qui sont présents face à ce qui est à faire. On poursuit. Une autre question. En image, pour vous, animer, non pas participer, mais animer des réunions en ligne, c'est. Donc là, vous avez différentes options. On vous invite à les choisir. Vous comprendrez qu'on peut passer par des mots. On peut, avec un outil comme Mentimeter, passer aussi par des images. On aurait pu faire le même sondage via la plateforme Zoom, mais elle ne permet pas autant d'options. Donc, c'est la raison pour laquelle, là, aujourd'hui, puisqu'on est dans une perspective de webinaire, on a décidé de vous en présenter via Mentimeter qui permet différentes options. Donc, voilà un deuxième type de question. On va y aller avec une autre question. Donc, on peut voir, on peut poser des questions où les options sont en choix de mots, en choix d'image. On peut aussi amener les gens à se positionner sur des sujets. Donc, les réunions en ligne, comparativement aux réunions en présence physique, sont, selon vous, aussi efficaces, aussi dynamiques, aussi pertinentes? On veut avoir votre point de vue là-dessus. Donc, allez-y. Donc, on peut voir comment le groupe se situe face à des questions. Et en ce sens-là, être capable par la suite, comme animateur, de savoir aussi sur quoi on veut être capable de mettre l'accent. Comme vous le comprendrez, on est dans un très grand groupe, puis on verra tout à l'heure, ça ne s'utilise pas pour n'importe quel type d'animation ou n'importe quel groupe. On va regarder, mais quand on est un grand groupe, ça nous permet d'avoir une saisie assez rapide. Finalement, je voulais vous montrer qu'il y a possibilité, là, avec
avec cet outil-là, de venir mettre des diapositives et mettre du texte. Donc, si vous avez des contenus à mettre au jeu entre vos questions, bien, vous pouvez être capable de le faire aussi en faisant des diapositives, un peu comme dans un PowerPoint, ou en prenant carrément des images de votre PowerPoint que vous venez coller là. Donc, une manière intéressante, ce n'est pas seulement poser des questions, mais ajouter des contenus entre vos questions pour amener les gens à s'approprier des contenus, mais sur lesquels vous les invitez à réagir par la suite à travers une question. Vous pouvez aussi, ce qui est intéressant avec Mentimeter, c'est que vous pouvez venir présenter carrément du vidéo que vous allez partager, donc un vidéo qui viendrait soutenir votre propos, qui viendrait l'accentuer ou qui viendrait être en complément à ce que vous voulez présenter. Bien, c'est possible de le faire aussi avec Mentimeter, Kahoot étant une autre plateforme qui permet le même genre d'exercice. Donc, ça, on n'ira pas tout de suite. On va y aller là. Donc, je vous arrête ça pour l'instant. Donc, si on revient à notre propos, donc, on est vraiment dans une perspective ici de démonstration. Donc, Flavie, est-ce que tu peux me confirmer que là, on est revenu dans le PowerPoint, c'est ça? On est revenu dans le PowerPoint. Excellent. Donc, je reviens. Voilà. Donc, si on revient sur cet outil-là, l'objectif principal, c'est vraiment de déclencher ou d'amorcer des échanges. Bien sûr, avant d'utiliser un outil comme celui-là, je vous invite à regarder là, les incontournables pour une rencontre réussie en ligne. Donc, c'est important de choisir une plateforme virtuelle qui va vous permettre de passer de l'un à l'autre. C'est aussi important de préparer les participants et les participantes avant la rencontre, chose bien honnêtement qu'on va être humble dans tout ça et on aurait dû vous inviter avant le webinaire à avoir un téléphone. Donc, on l'a échappé, ça fait partie de ce que c'est qu'animer. Animer, c'est un ensemble de choses. Sachez que c'est important d'annoncer aux gens qui auront besoin de ça avant, afin qu'ils soient capables d'y participer. Tenir compte de la taille du groupe, effectivement, on verra, ce n'est pas pour des petits groupes, ça ne donne rien de faire ça. On peut aller plus directement lorsqu'on est avec des grands groupes, mais dans un cadre comme celui-ci, c'est intéressant. Utiliser le temps disponible, on peut aller plus longuement dans la durée. On pourrait poser plus de questions. Par contre, je vous dirais, il y a comme une limite à poser des questions comme ça. L'interaction en vis-à-vis, c'est ce qu'on fera tout à l'heure, est importante aussi lorsqu'on est en ligne. Donc, se limiter juste à une interaction qui soit virtuelle, c'est limité. Par contre, ça crée une forme d'interaction qu'on peut utiliser à bon escient, mais peut-être à dose assez réduite. Et quand je dis 30 minutes, ce n'est pas 30 minutes de questions, bien sûr, mais des questions avec, entre ça, des contenus qu'on veut mettre au jeu, qu'on veut présenter. Au niveau de la taille du groupe, comme je vous dis, on peut le faire pour toutes sortes de tailles de groupe, mais en bas de 10, c'est vraiment le temps que vous allez prendre pour monter tout ça n'est pas vraiment utile. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de se préparer des questions pertinentes en lien avec l'objet de la rencontre. Le but, ce n'est pas juste d'animer les gens et de les faire réfléchir ou les faire jouer avec une plateforme, mais bien les amener à se connecter sur le travail qu'on vient faire ensemble. Et bien sûr, ça va leur prendre un téléphone cellulaire. Donc, j'aurais le goût de vous, juste peut-être là, est-ce qu'il y en a qui pensent qu'ils peuvent utiliser ce genre d'outil et de l'adapter à votre contexte? Je vous invite à écrire dans la zone de clavardage. Donc, je vous rappelle la zone de clavardage. C'est ce qui est en bas à votre droite. Absolument, tout à fait, oui, certainement. Donc là, c'est sûr qu'on n'est pas là dans de l'animation, il n'y a jamais de réponse toute faite. Ça veut dire jusqu'où je dois aller là-dedans, dans quel contexte. Pas accessible. Donc, effectivement, il n'y a pas tout le monde qui a un téléphone cellulaire. Ça va dépendre des gens avec lesquels on va travailler, effectivement. On a déjà utilisé Kahoot. Effectivement, avec les clientèles démunies, on ne s'en sortira pas. On n'arrivera pas avec des animations qui vont régler le sort de la fracture numérique ou des habiletés des gens à travailler avec ça. Par contre, si les gens ont un téléphone cellulaire, il y a peut-être moyen de les accompagner là-dedans plus longuement, si on souhaite le faire. Mais il faut voir le coût-bénéfice. Jusqu'à quel point de passer par ça va vraiment engager davantage. Oui, c'est un outil qui est gratuit.
Avec une dizaine de personnes ou moins, moi, je vous dirais non. Allez-y pas, là, c'est beaucoup trop de temps à préparer avant. Moi, j'irais plus pour un grand groupe. Il y a deux questions qui reviennent à quelques reprises, puis en tout cas, plusieurs fois, personnes ont noté le fait qu'on pouvait effectivement l'utiliser avec un ordinateur. En effet, on peut l'utiliser, on peut répondre aux questions avec un ordinateur. C'est juste que c'est compliqué d'avoir la plateforme dans le cas aujourd'hui, la Zoom ou Meet ou n'importe quelle autre plateforme qui va être la réunion, plus l'autre plateforme de répondre aux questions, plus le partage d'écran. Si on a pas beaucoup d'écran, là, ça devient peut-être difficile d'avoir tout ça ouvert en même temps, ce qui fait que c'est plus simple de l'utiliser avec un téléphone, Sébastien, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Puis c'est que c'est possible, mais c'est technologiquement plus exigeant. Ça demande des gens encore beaucoup plus habitués parce que ça demande de passer d'une interface à l'autre parce que non seulement on veut répondre, mais on veut voir les résultats qui, eux, apparaissent dans Zoom. Fait que ça nous demande à chaque question de passer d'un à l'autre. C'est pour ça qu'on a cru bon aujourd'hui pour vous faire vivre cette expérience-là. L'autre question, ça fait le tour. Oui. Rapidement, j'ai juste une question à savoir si on peut récupérer les résultats. Oui, tout à fait. À la toute fin, une fois que vous avez tout ça, c'est ce qui est intéressant parce que ça permet aussi de refléter au groupe ce qu'il est par rapport à l'objet qu'on vient travailler. Donc, moi, dans le cas que je vous donnais tout à l'heure par rapport au portrait, des fois, on avait posé des questions un peu pièges et les gens étaient surpris de la bonne réponse. Et donc là, ça permet aussi aux gens d'en reparler par la suite. Donc, tout ça peut être mis en PDF et renvoyé après la rencontre et peut servir finalement à continuer l'appropriation par la suite. Donc, c'est rapide. On vous y a fait goûter juste un petit peu. On vous amène tout de suite avec Flavie sur quelques considérants à prendre en compte avant la rencontre. Oui, tout à fait. Comme vous le voyez là, dans la diapo, on demanderait aux personnes qui ont des prénoms qui commencent par H, I, J ou K d'ouvrir leur caméra, s'il vous plaît. Comme Sébastien l'a mentionné en ouverture de rencontre tout à l'heure, effectivement, on n'est pas chez Communagir des experts, des plateformes web, des outils technologiques. On s'est posé probablement, on a eu de l'expérience d'accompagnement à distance, on a beaucoup travaillé à distance et on a eu aussi beaucoup de réflexions à faire sur comment est-ce qu'on peut soutenir la collaboration, les échanges dynamiques, faciliter cette collaboration-là ou cette co-construction-là, même si on travaille à distance. Puis c'est de plus en plus vrai là, dans les derniers mois, vous aurez bien compris. Donc, c'est un peu le résultat de ces réflexions-là qu'on vous présente aujourd'hui avec certains outils pratiques. Donc, avant la rencontre, je pense que comme dans une rencontre en présence, il faut clarifier avec son comité ou soi-même là, les résultats qu'on veut attendre de cette rencontre-là. Donc, avec quoi est-ce que nous, on veut ressortir à la fin de cette rencontre-là, puis comment est-ce qu'on veut que les participants cliquent sur quitter là, à la fin, on veut qu'ils soient dans quel état. Donc, on veut récupérer quoi, puis on veut créer quoi comme climat, comme interrelation. Donc, c'est clairement quelque chose à avoir en tête avant de réfléchir à l'animation qu'on va faire, que ce soit en ligne ou en présence, mais c'est d'autant plus vrai en ligne. Ensuite, bien, quand on a bien clarifié nos objectifs, on va inviter les participants à venir à la rencontre. Donc, on va communiquer le lien vers la plateforme qu'on aura choisie, vers les outils qu'on aura choisis. On va avoir aussi fourni les guides qui vont permettre de faciliter l'accessibilité à ces plateformes-là. Donc, on prend de plus en plus pour acquis que les gens savent comment se connecter à une rencontre Zoom, etc. Mais peut-être que seulement le mettre en pièce jointe, on s'assure que tout le monde qui vient d'arriver là, dans la réalité numérique va pouvoir se sentir à l'aise et outillé de se joindre à nous dans la rencontre. Donc ça serait un truc pour l'invitation aux participants. Donc, mettre ça vraiment clair dans le courriel, le lien pour la plateforme et l'outil pour faciliter la connexion. De plus, moi, Oui, là-dessus, Flavie, notre collègue, si vous allez dans la zone de clavardage, notre collègue Marie-Claude a mis un lien vers un guide d'instruction de connexion à Zoom. Donc, celui-là, c'est pour Zoom parce que c'est la plateforme qu'on utilise le plus, nous, ici. Mais sachez qu'il est là. Puis si vous voulez prendre ça, le mettre à votre couleur, nous-mêmes, on s'est inspiré de certains guides. Mais comme le disait Flavie, il ne faut pas prendre pour acquis que les gens savent nécessairement. Ou souvent, c'est les gens qui participent beaucoup. Puis si on souhaite, dans une perspective de développement collectif, que
la participation soit favorisée pour le plus grand nombre, mais il faut penser à ceux qui ne sont pas des experts de ces plateformes-là pour les accompagner, notamment avant qu'ils se branchent. Tout à fait. Qui vont se sentir plus en confiance déjà en arrivant. Après ça, juste d'un point de vue très pratico-pratique, moi, on utilise de plus en plus les calendriers ou les invitations aux événements pour donner les liens vers les plateformes parce qu'au lieu d'aller naviguer dans sa liste de courriels pour retrouver le lien, on l'a dans notre calendrier. Donc, pour les gens plus initiés aux outils, c'est un truc un peu facilitant. Ensuite, préparer les participants avant la rencontre. C'est sûr que il ne faut pas oublier la préparation, que ce soit la nôtre ou celle des participants. Donc, si on a de l'information à transmettre, si on a des lectures à proposer, si on a quelque chose qu'on considère comme un préalable à la rencontre, c'est important de le transmettre à l'avance, comme les rencontres en présence, mais c'est d'autant plus vrai en ligne, étant donné que, on va le voir tout à l'heure, mais le temps en ligne est différent. On est dans un autre espace-temps, puis les échanges sont plus longs, sont moins fluides. Donc, on voudrait que le plus possible, les participants arrivent préparés et en ayant bien compris là, les objectifs de la rencontre, puis en ayant lu le plus possible la documentation afférente. En plus, je vous dirais que avec les outils technologiques, on va peut-être aller de plus en plus vers un travail en continu, donc pas nécessairement utiliser uniquement la rencontre d'aujourd'hui où est-ce qu'on est tout le monde ensemble, mais peut-être ouvrir vers le travail en continu sur des plateformes web. Ça pourrait être aussi une alternative intéressante. Donc, d'où l'importance de préparer les participants avant la rencontre. Et je dirais d'autant plus, Flavie, là-dessus que, tu sais, quand on est en présence physique, des fois, on se reparle de notre rencontre, de ce qu'on a fait, parce qu'on se recroise sur d'autres choses. Mais souvent, dans les rencontres en ligne, il n'y a pas beaucoup de place pour l'informel. Hein? Il n'y a pas beaucoup de place pour le café avant ou à la pause où on se dit « Hey, tu sais, je repensais à ça, la rencontre d'hier, là, puis là, on n'est pas sur le même sujet, là, mais on s'en reparle. » Donc, on se crée ces suivis-là de manière plus informelle. Or, en ligne, c'est beaucoup plus difficile, d'où l'importance de préparer les gens avant. Tout à fait. On leur donne le temps, là, on a moins les petits corridors. Ensuite, je faisais mention tout à l'heure aussi du temps. C'est vraiment important de réfléchir au temps disponible que les gens sont devant leur écran concentrés et aussi le fait qu'en ligne, avoir une discussion, c'est plus long. Prendre une décision, c'est encore plus long qu'en présence pour plein de raisons. Le premier, c'est l'espace, le contact. On est moins présent comme animateur pour tâter le pouls, comprendre, lire la salle. On peut difficilement faire ça à distance. C'est beaucoup plus difficile en plus quand le groupe est vraiment nombreux. Donc, on voit seulement quelques petits carrés. C'est vraiment difficile d'avoir le pouls de ce qui se passe. En plus, on va donner des temps de parole un à un. Les gens vont lever la main. Ils vont faire leurs grands énoncés. Donc, il n'y aura pas de chevauchement, d'interaction. Ça va être encore plus difficile et plus long d'arriver à l'objectif qu'on avait si c'était une rencontre en personne versus si c'est une rencontre en ligne. Donc, de prévoir ce temps-là avant la rencontre, c'est un élément vraiment important. En plus de bien choisir aussi là, la plateforme qui va nous permettre d'avoir les outils nécessaires pour réaliser l'animation qu'on va avoir choisie en fonction du temps qu'on a disponible puis des objectifs ou les résultats qu'on s'est fixés pour cette rencontre-là. Donc, ça, c'est vraiment le préalable à avoir en tête avant une rencontre en ligne. La préparation, elle est d'autant plus importante parce qu'on maîtrise moins les outils, on a besoin de s'adapter à nos nouvelles plateformes, il y a des manipulations techniques à faire, donc il y a vraiment quelque chose de nécessaire de passer le temps pour bien se préparer à cette rencontre-là. Puis j'ajouterais qu'on peut moins se fier à nos compétences d'improvisation. Donc, c'est plus difficile de répondre à une question rapide, comprendre ce qui se passe, puis rebondir. Quand on est en ligne, c'est plus difficile. Donc, on a vraiment avantage à être bien préparé, à avoir fait nos outils visuels qui vont soutenir ce qu'on a à dire et d'avoir bien réfléchi à nos animations pour arriver à nos objectifs. Donc, je ne sais pas, Sébastien, si tu veux ajouter quelque chose. Puis en fait, ce qu'il faut dire, c'est que ça prend vraiment plus de temps si on veut être capable de faire une animation qui est efficace en ligne. Donc, je pense qu'il faut aussi, comme employé, être capable de faire valoir ça à nos supérieurs. Hein. En termes de temps, c'est pas vrai que ça prend la même charge de travail. Donc, il faut être capable de demander ce temps-là si on veut être capable, il y a des exigences qu'on soit capable d'engager et de mobiliser les gens. Il
faut que les employeurs qui, eux, ne font pas ce travail-là en ligne, mais qui souhaitent avoir les résultats, comprennent que ça prend plus de temps et donc l'organisation du travail même soit revue. D'autant plus qu'il faut s'adapter, puis il faut que les gens s'adaptent aussi. Donc, même, surtout si on propose des plateformes où est-ce qu'on veut que les gens interagissent avec nous, bien, il faut ajouter du temps pour préparer, etc. Donc, ça demande un certain temps. On va vous faire vivre une autre activité pour vous permettre de vous mettre un peu dans le bain de ce qui pourrait être fait en ligne. Donc, ça s'appelle le réseautage mobilisant. C'est pour, vous aurez compris, là, vous connecter aux gens qui sont avec vous dans la salle aujourd'hui, la salle virtuelle, pour bien mettre la table, puis un peu s'asseoir, puis entamer la réflexion. Donc, que ce soit en présence ou en virtuel, on a besoin de... On arrive toujours dans une rencontre avec certaines idées, certaines appréhensions. Ça prend un certain temps avant de s'asseoir vraiment sur la chaise puis d'être enligné dans les objectifs de notre rencontre. Donc, c'est une activité qui a l'objectif que tout le monde soit environ dans les mêmes eaux pour la suite de l'activité. Donc, c'est un peu un brise-glace, mais qui permet d'approfondir les échanges. Ça s'appelle le réseautage mobilisant. Les étapes sont, premièrement, une réflexion individuelle pour ensuite avoir des échanges en petits groupes. Donc, on a ici les étapes. Donc, vous allez avoir 2 minutes de réflexion individuelle pour répondre à la question qu'on va vous poser, pour ensuite être dirigé avec une autre personne. Dans ce cas-ci, on va utiliser un round d'une conversation de 8 minutes avec quelqu'un d'autre. Donc, vous allez avoir le temps de vous présenter. Peut-être que ça va être un peu moins long que 8 minutes. Donc, vous allez avoir brièvement le temps de vous présenter et de répondre à la question qu'on va vous soumettre ce matin pour ensuite être revenu dans le grand groupe Tout le monde ensemble. Il y a différentes façons de faire cet exercice-là, mais étant donné qu'on est maintenant plusieurs centaines, donc j'exagère, 200, mais quand même, 264 personnes, on ne fera pas plusieurs rounds. Donc, l'idée, c'est de vous faire vivre l'exercice une fois, puis ensuite, on va revenir un peu sur différentes façons de décliner cet exercice-là, puis à quoi il sert, puis comment vous pourriez l'utiliser. Donc, Sébastien, Mélinda, va organiser les sous-groupes, vont vous inviter avec le sous-groupe. Bon, la personne qui va être en équipe avec Andréane Chouanière, elle a un problème de micro, donc vous pourrez fonctionner par signe. Alors, vous allez recevoir dans peu de temps une petite annonce. Vous n'avez qu'à cliquer pour rejoindre le sous-groupe et vous allez pouvoir répondre à la question ensemble. Ensuite, quand le délai de temps va être fini, vous allez voir apparaître ce petit carré qui va vous inviter à quitter le sous-groupe. Si vous cliquez sur le bleu, vous allez revenir automatiquement dans le grand groupe, alors qu'il y a quand même un décompte. Là. Normalement, vous avez 1 minute pour terminer ce que vous avez à dire. Ça permet de laisser un peu de temps, pas vous faire couper la parole subitement comme ça. Donc on vous dit idéalement de ne pas quitter sur ce bouton-là, quitter la réunion. Vous allez être revenu automatiquement quand ça va être terminé. Exactement. Donc, voici la question qu'on vous propose cet après-midi. Donc, quel est votre apprentissage le plus important des derniers mois en termes de participation ou d'animation en ligne? Donc, prenez 2 minutes de silence pour y réfléchir individuellement. Donc, on vous laisse 2 minutes. Et peut-être qu'on peut se permettre tout de suite, en attendant là, que les gens y réfléchissent. Souvent, on n'a pas tendance à laisser du temps individuel en ligne. Hein? On a le goût de bourrer tout ça. Des fois, c'est important aussi de se donner le temps de réfléchir, tout simplement, avant d'être capable de jaser. Donc, encore un peu de temps.
Je vois qu'il y a beaucoup de questions techniques. On pourra y revenir à 13 heures. Donc, gardez vos questions, on pourra y revenir. Notamment pour ce qui est des salles en Zoom, vous avez un onglet tout en bas quand vous êtes l'initiateur de la réunion qui s'appelle Diviser dans la section Plus. Donc, vous avez divisé en groupe. C'est là que je m'en vais exactement en ce moment. Et moi, je vois là en ce moment là, que j'ai 239 personnes. Et je veux aller mettre combien de séances je veux avoir parce que moi, je veux avoir 3 personnes par séance. Donc, j'augmente le nombre. Là, je suis rendu à 5 à 6 personnes. Si je ne Donc là, je m'abuse, vois que j'ai une on a limite. besoin d'un compte, d'un abonnement à la plateforme Zoom pour être en capacité de faire des sous-groupes. Donc là, ce qu'on va faire, là, vous voyez, c'est les miracles de la technologie. On avait la possibilité d'être plusieurs, mais il y a une limite de séances possibles. Donc, il y a 50 séances. Donc, vous allez vous retrouver avec 4 ou 5 personnes. Donc, je vous envoie ça. Vous allez recevoir une invitation et vous ne faites que cliquer et vous allez être redirigé automatiquement. Les 2 premières minutes, vous jasez et après ça, vous pourrez parler, donc vous présenter, puis après ça, vous pourrez échanger sur la question. Donc, quel est votre apprentissage le plus important des derniers mois en termes de participation et ou d'animation en ligne? C'est parti. Donc, vous devez avoir reçu une invitation. Vous acceptez l'invitation. Est-ce que vous recevez ça? Non, personne n'a reçu de lien encore. Bizarre. Vous assistez On va recommencer tout aux simplement. joies des rencontres en ligne. Pourquoi il faut calculer du temps pour faire... Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer tout simplement. Donc, personne ne reçoit les invitations? Non. Bon, on va recréer. Bon. Écoutez, c'est les joies de la technologie. Effectivement, ce n'est pas une activité qu'on utilise généralement à 400. Je pense que dans ce cas-ci, toutes les séances existantes sont remplacées. Ça me dit que c'est envoyé, mais vous ne le recevez pas. Donc, il y a une limite au niveau du Zoom, à ce niveau-là. Peut-être que, Flavie, ce que tu pourrais faire, c'est d'expliquer un peu le déroulement. Certainement, là, certainement. malheureusement, on ne pourra pas le vivre de visu parce qu'on est trop nombreux. Exact. Sébastien, je ne sais pas si tu veux partager ton écran. Là, on est en mode de présentateur. Oui, désolé. Pas de problème. Et voilà, c'est parti. Donc, vous voyez que lors de l'animation en ligne, effectivement, ça prend un plan B. On n'avait jamais testé de le faire à un aussi grand nombre. On se disait que c'était possible que ça marche moins bien qu'on pensait. Donc, c'est quand même une activité fort pertinente à faire en début de rencontre avec un plus petit groupe, peut-être que 233 personnes. Il s'agit de vraiment pouvoir permettre de déclencher les échanges, donc de pouvoir entamer la réflexion, entamer la conversation. Donc, on va poser une question qui va être associée aux objectifs qu'on s'est donnés, aux résultats qu'on vise dans notre rencontre subséquente. Ensuite, bien, effectivement, comme on l'a dit, il faut choisir une plateforme virtuelle qui nous permet, comme Zoom, de faire ce genre d'exercice. Donc, si vous êtes moins que 233, vous pouvez le faire avec Zoom. Sinon, je pense qu'il y a sûrement d'autres plateformes pour le faire. Je pense qu'il y a d'autres lieux. Nous, on est vraiment plus habitués avec cette plateforme-là. Et on est habitué de le faire plus pour des groupes en bas de 75 personnes. Ouais. Ça fonctionne très bien. C'était la première fois qu'on l'essayait à plus de gens. Donc, c'est ce qui explique peut-être les limites de la plateforme. Mais sinon, quand vous avez des petits groupes ou des plus petits groupes entre 10 et 75 personnes, ça fonctionne très bien. Exactement, tout à fait. Ça fonctionne très bien. Ensuite, bien, ça vous prend aussi la possibilité de projeter, donc de partager votre présentation parce que ça prend
des consignes écrites parce que ça permet vraiment à différents types de personnes de bien comprendre ce qu'on leur demande pour la suite, donc de clarifier les explications pour l'exercice. L'exercice lui-même va nous permettre de faire connaissance, donc de savoir un peu qui est dans la salle avec nous, d'avoir un peu quelques échanges. Bien sûr, on n'aura pas la chance de parler à tout le monde si on est plusieurs, mais ça nous permet d'avoir cet échange-là et de s'acoquiner avec quelques personnes qui vont participer à la rencontre avec nous. Le travail individuel, comme le disait Sébastien, le silence en ligne, on n'est vraiment pas habitué. Déjà, le silence en groupe, c'est pas simple, mais le silence en ligne, il y a un malaise là, qu'il faut s'habituer, je pense, parce que c'est comme quand on écoute la radio ou la télévision. S'il y a un silence, on se demande qu'est-ce qui se passe. Donc, quand on est dans une rencontre en ligne, c'est un peu ça. On s'attend toujours à ce qu'il se passe quelque chose, à ce qu'on soit en train de dire quelque chose. Mais le travail individuel permet vraiment de se donner le temps de réfléchir, de répondre à la question, de se préparer mentalement, puis d'enrichir les échanges qui vont suivre. Donc, c'est vrai pour le réseautage mobilisant, mais c'est vrai pour plusieurs autres exercices qu'on va faire en ligne. Après, ben, le travail en sous-groupe, c'est ce qu'on propose de faire avec le réseautage mobilisant. Ça permet les échanges, ça enrichit les échanges parce que vous comprendrez qu'à 232, discuter puis se rencontrer est difficile. Bon, même en sous-groupe, c'est difficile, mais je veux dire, si on est 75 puis qu'on est capable d'aller faire des petits groupes, ça va permettre à chacun de donner leur avis et non seulement les personnes qui sont le plus à l'aise de parler devant un grand groupe. Puis, ça va faciliter les tours de table, les interactions, ça va être plus riche qu'avec le grand groupe. Donc, pour le réseautage mobilisant, l'activité dure tout dépendant du nombre de tours que vous voulez faire. Donc, nous, on vous proposait un tour plus long vu que vous étiez au moins 3 personnes pour cette fois-ci. Sinon, ça aurait pu être aussi 3 tours de 2 minutes avec une question à 2 personnes. Donc, ça laisse plus le temps, moins le temps d'échanger, mais on voit plus de personnes. Puis, on fait cheminer l'idée aussi de manière différente. Donc, ça se pose bien pour des groupes moyens, grands et très grands, effectivement. Peut-être moins pour les plus petits groupes. On peut plus aller vers un tour de table ou un autre type d'amorce pour la rencontre. Ensuite, il faut effectivement bien réfléchir à la question. On veut vraiment être dans quelque chose qui met la table au sujet abordé, qui prépare à la rencontre, qui est cohérent avec ce qu'on va dire. Donc, une question qui est engageante puis qui suscite la réflexion. Puis, le matériel requis va être justement le visuel pour présenter l'activité, puis un outil pour faciliter la collecte. Donc, dans Zoom, il y a la possibilité d'utiliser annotation, donc qui nous permet d'écrire directement sur le partage d'écran. Quand on est vraiment nombreux, c'est difficile d'annoter parce qu'on n'est plus capable de lire. Donc, on préfère utiliser la conversation ou le chat pour les réponses, etc. Sinon, on peut aussi utiliser là, des outils ou d'autres plateformes complémentaires comme soit PowerPoint ou soit pour les présentations visuelles, là, les PowerPoint, les Canva, etc. Ou pour les collectes, là, il peut y avoir d'autres plateformes aussi qui peuvent être complémentaires. Donc, voilà. Ça, c'est des exemples de questions là, de thématiques abordées dans différents moments, à différentes rencontres. Donc, qu'est-ce que pourrait être une question pour le réseautage mobilisant? Donc, par exemple, quelles compétences pourriez-vous mettre à profit à cette étape afin de favoriser un plus grand impact dans votre projet collectif? Donc, si on met la table par cette question-là, bien, vous comprendrez que le 2 minutes de réflexion est nécessaire. Parce qu'on veut que les gens ils se préparent, puis ils réfléchissent vraiment à ce qu'ils vont donner comme réponse. Ensuite, quelle est l'importance de cette démarche pour vous et pour l'organisation que vous représentez? Donc, ça peut vraiment être des questions qui vont mettre la table là, pour la suite, pour les échanges. L'idée ici, c'est de poser une question qui va obliger les gens à se poser des questions, puis donc qui va les amener à s'engager, plutôt qu'être juste en mode passif. Et ensuite de ça, bien, on va les faire discuter avec d'autres personnes pour être capable de voir ce que les autres pensent là-dessus, mais eux autres mêmes vont approfondir leur réflexion au fur et à mesure qu'ils vont passer d'une ronde à l'autre avec des personnes différentes. Exactement. C'est la richesse de l'exercice, c'est
vous avez sûrement déjà vécu ça, plus on explique quelque chose à quelqu'un, plus ça se clarifie dans notre tête. Puis en plus, ben, on bénéficie de l'échange avec l'autre personne pour bonifier nos réflexions. Donc ça, c'est une diapositive exemple de notre collègue François Gaudreault qui avait utilisé cet exercice-là dans une formation. Donc lui avait décidé, étant donné le nombre de personnes présentes, de faire un réseautage mobilisant en 3 rounds de 2 minutes de réflexion individuelle, puis après 2 minutes par sous-groupe. Donc, l'autre chose à considérer, c'est qu'à la fin du sous-groupe, la discussion se rompt vraiment subitement. Donc, c'est quand même intéressant de prendre un peu plus de temps dans les sous-groupes virtuels versus si on avait fait l'exercice en présence, étant donné qu'on ne peut pas quitter l'autre personne en finissant sa phrase, puis partir doucement vers la prochaine personne à laquelle on va s'adresser, parce que c'est l'animateur qui décide. Donc, c'est un bon côté. Ça va finir, vous allez pouvoir être capable de timer exactement le temps que ça va prendre parce que les discussions vont arrêter subitement, puis hop, ils vont revenir dans le grand groupe. Donc, ça, c'est à prendre en considération aussi. Donc, voilà. Le temps à prendre pour présenter l'activité, clarifier les explications pour ce genre d'atelier-là, clarifier la question qui est à poser, c'est vraiment important parce que vous ne serez pas là dans la salle à papillonner puis à voir les visages pas trop sûrs de comprendre parce que les gens vont être dans des sous-groupes puis vous n'aurez pas accès à cette... Bien, vous pourriez là, papillonner d'un sous-groupe à l'autre, mais vous n'avez pas le pouls de la salle, là, donc voir comment l'exercice va. Donc, vous avez avantage à être vraiment clair dans les explications initiales. Donc, prenez un bon 5 minutes là, pour présenter la question puis l'activité clairement, comment les choses vont se dérouler. Ensuite, voilà, donc le soutien technique, si jamais, il y a toujours la possibilité que les gens, dans les différentes plateformes, là, lèvent la main ou interrogent l'animateur. Donc, vous pouvez toujours aller voir si les gens ont des questions. Mais moi, ça m'arrive pas souvent, dans le sens que les gens vont essayer de se débrouiller par eux-mêmes, à moins que ce soit un bug technique majeur, mais sinon, les sous-groupes vont être plutôt, en tout cas, en général, ils ne vont pas nécessairement aller chercher le soutien de l'animation. Donc, c'est vraiment pertinent d'avoir des explications assez claires. Ensuite, le temps de réflexion individuel, on en a parlé, de donner le temps. Puis, comme on disait, là, ça prend un bon 5-6 minutes là, si on est plusieurs personnes pour échanger des informations puis avoir vraiment la possibilité de casser la glace. Donc, on veut que les gens puissent se nommer, dire d'où ils viennent, etc. Ça prend quand même ce temps-là parce qu'ils n'auront pas eu le temps de se le dire en s'assoyant à leur table. Ils n'auront pas eu le temps de se le dire en prenant leur café, en mangeant leurs pommes de début de rencontre. Donc, il n'y a pas ce contact-là informel. Donc, on donne davantage de temps dans les activités d'amorce comme celle-là. Ensuite, si je peux me permettre, Flavie, on est en manque de liens sociaux quand on est en ce moment, pour un paquet de raisons que vous connaissez. Donc, même si les gens peuvent répondre à la question en 2 minutes, on leur laisse plus de temps. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas être juste dans une perspective utilitaire de ces outils-là. Il faut être capable de se relier les uns aux autres. Donc, on n'est pas juste des ordinateurs qui se mettent, mettons, en réseau. En étant capable de se connecter dans ces moments-là informels, où on va avoir quand même quelque chose à jaser par rapport à ce qu'on vient faire, mais aussi où on va avoir le temps de se connecter les uns les autres, savoir qui on est, se rappeler d'autres choses. Bien, ça fait en sorte qu'après ça, on est plus disposé pour le travail. Si on ne met pas assez de temps pour chacune des rondes du réseautage, bien là, les gens répondent à la question, mais là, ils se sentent brusqués, ou encore, ils ne répondent pas à la question, puis ils vont juste se connecter les uns aux autres, puis on a passé à côté de l'objectif qui est aussi, non seulement de se connecter, mais aussi de réfléchir à qu'est-ce qu'on vient faire aujourd'hui. Oui, puis le fait d'être dans un petit groupe, puis d'avoir tout le monde leur micro ouvert, d'être capable de discuter plus spontanément, moins la main levée, le tour de parole, etc. Ça rend, il y a quelque chose d'un peu plus naturel dans ces échanges-là en plus petits groupes qui rend la rencontre un peu plus agréable. Et juste d'un point de vue technique aussi, puisque ça n'a pas fonctionné dans un grand groupe comme ça, là, mais sachez que quand on est un peu petit groupe, ce que j'ai fait, c'est que moi, je suis allé diviser le nombre de personnes qui étaient présentes. J'ai indiqué combien je voulais de personnes dans chacun des sous-groupes.
Et ensuite, j'ai pesé sur un piton qui, en théorie, aurait dû vous envoyer une invitation à l'écran personnel et vous cliquez dessus. Et en cliquant dessus, si vous ne l'avez jamais expérimenté, vous allez vous retrouver dans une autre salle avec d'autres personnes. Et c'est là qu'on va avoir notre discussion entre nous, en sous-groupe de plus petite taille. Et quand, justement, l'animateur décide que c'est terminé, dans ce cas-ci, au bout de 5 à 7 minutes, il va cliquer, lui, et ça va envoyer un message aux gens disant qu'il reste seulement 1 minute pour terminer leur conversation. Et au bout de la minute, ils sont tous revenus dans la grande salle où on se trouve en ce moment. L'animateur redivise les groupes de manière aléatoire. Donc, on se retrouve avec d'autres personnes, on continue à en jaser, on revient et on revient une 3e fois. Donc, en se frottant à plusieurs personnes comme ça 3 fois, ça nous aide à approfondir la réponse à la question, mais aussi on se frotte à d'autres perspectives là-dessus. On se rend compte peut-être que tout le monde n'est pas à la même place. Et ça fait partie du développement collectif de prendre en compte les perspectives des autres, pas seulement la nôtre. Et à travers quelque chose comme ça, ça nous permet de le faire. Tout à fait. Donc, est-ce que vous croyez que c'est le genre de choses que vous pourriez réutiliser dans votre contexte ou l'adapter? Sûrement, oui, parfaitement. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà utilisé en ligne déjà? Essentiel, oui. L'idée de se connecter, là, je le répète, on n'est pas des ordinateurs en réseau. Il faut avoir des espaces où on se parle. Puis peut-être même, là, puis là, je pourrais l'utiliser pour notre prochaine assemblée. On peut peut-être, on n'a pas parlé, mais des fois, on peut inviter les gens plus tôt à se connecter. Hein? La rencontre est à 1 heure. On peut dire, ceux qui ont envie de se jaser, vous pouvez arriver à partir de midi. Parce qu'il n'y a plus ces espaces-là informels pour se jaser les uns les autres, puis se parler, puis avoir du fun. Fait que soit qu'on l'oblige via un outil comme le réseautage mobilisant, mais on l'oblige, on le permet plutôt, hein? Parce que c'est un besoin de se connecter aux autres et de se parler de d'autres choses que du travail. Hein? On veut savoir à qui on a affaire. Mais on peut aussi, dans nos bonnes pratiques, permettre aux gens d'arriver toujours 15 minutes plus tôt pour se jaser les uns aux autres. Hein? On oublie même de laisser du temps pour les pauses toilettes, tout à fait. Hein? Tout à fait. Donc, je vois l'heure qui est déjà avancée. Je pense que je vais passer là-dessus parce que sachez que ce que Flavie vous a montré tout à l'heure avant la rencontre, autant que pendant la rencontre, ça se trouve sur le site Internet, donc dans la section pour une rencontre en ligne réussie. Donc, vu que le temps a passé vite, j'aurais tendance à plutôt me rendre directement à l'évaluation du webinaire. Et pour ce faire, sachez qu'on pourrait procéder, par exemple, via un tableau comme celui-là. Dans Zoom, vous pouvez projeter une diapositive et avec la fonction annoter, les gens pourraient aller venir cocher. Est-ce qu'ils sont satisfaits du contenu ou des outils présentés? Est-ce qu'ils sont satisfaits du rythme ou des activités qui ont été expérimentées, dans ce cas-ci, dans le cadre du webinaire? Mais puisque on a déjà travaillé avec Mentimeter, je vous inviterai les gens qui avaient un téléphone cellulaire à y retourner. Donc, reprendre votre téléphone cellulaire et vous rendre. Donc, il y en a qui ont déjà répondu à la question. Donc, je vais vous partager mon écran. Ça ne sera pas très long. Donc, partage d'écran, voilà. Donc, une première question. Hein? Je souhaite utiliser le questionnaire interactif en ligne au cours du prochain mois. On voit qu'il y a des gens qui disent oui, probablement. Donc, c'est une manière d'amener les gens non seulement à recevoir un contenu, mais à se dire dans quel contexte? Est-ce que je vais réutiliser ça? Même chose pour le réseautage mobilisant. Donc, et on vous invite via cet outil à nous dire votre appréciation, d'une part sur le contenu et la présentation des outils. Hein? Et le but n'est pas de dire que tout va bien. On a vu des côtés techniques. Tout de suite après, on va vous parler plus de l'expérimentation des outils. Là, pour l'instant, on parle le contenu qui vous a été présenté et la présentation des outils. Et la question suivante, ça va être plus sur le rythme et sur l'expérimentation des outils. Donc, tout le temps bon aussi en fin de réunion de sentir un peu le pouls des gens. Hein? C'est certain que c'est un webinaire très court. L'animation en ligne, on le sait, c'est un immense défi.
on voudrait tout le temps en savoir plus, mais vous avez vu, on vous a présenté juste 2 outils, dont un qu'on n'a finalement pas expérimenté, et l'heure est déjà passée. Il faut savoir aussi qu'il faut se donner le temps. Hein? Il faut se donner le temps de s'approprier ces outils-là. On voudrait souvent, dans un webinaire comme ça, s'en faire présenter 10, mais dans les faits, est-ce qu'on va être capable de les réinvestir? Peut-être pas. Hein? Donc, mieux vaut en avoir quelques-uns et essayer de le faire tranquillement, humblement, puis les pratiquer, plutôt qu'essayer de se mettre la charge de rendre nos réunions complètement interactives, parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Donc, vous voyez, là, les réponses se déplacent ou se projettent d'une manière différente. Donc, sachez, dans Mentimeter, vous pouvez avoir différentes manières de collecter les réponses, que ce soit des diagrammes à colonnes, des pointes de tarte ou encore un peu comme celui-là. Donc, on vous remercie. On vous remercie beaucoup pour votre écoute, votre participation. C'est ce qui met fin là, à la partie plus présentation et expérimentation. Nous allons, donc je vais arrêter le partage d'écran. Nous allons tomber plus dans la partie où on va tomber dans vos questions-réponses. Donc, là, ce que je vous inviterai à faire, parce que vraiment, là, on est extrêmement nombreux, donc je sais que plusieurs d'entre vous avaient déposé des questions. Les réponses sur Mentimeter sont-elles anonymes? Oui, tout à fait. Je viens de voir ça comme question. Je vois aussi de mon expérience, il faut diminuer de 50% les objectifs visés. Effectivement, il faut réduire nos objectifs en ligne. C'est une très bonne remarque. Donc, je vous inviterai, si vous avez posé des questions techniques en ce qui a trait à l'animation, moi, je vais donc durée des rencontres en ligne. Merci, je dois quitter. Écoutez, il y a des gens nécessairement qui doivent quitter. On vous laisse aller, mais les autres, on va répondre à vos questions spécifiquement pour l'animation de ces 2 outils-là ou encore d'autres questions d'animation. Donc, oui, il y avait une question tout à l'heure que je ne me souviens plus qui, mais qui demandait comment est-ce qu'on jongle avec ça prend plus de temps pour faire les rencontres en ligne, mais en même temps, il y a une fatigue qui s'installe, puis il y a peut-être, on ne peut pas allonger non plus les rencontres en ligne ad vitam aeternam. Donc, je ne sais pas, Sébastien, si tu as une réponse à ça. Moi, je dirais en fait que ce que nous, on a essayé de faire pour nous, pour notre équipe, puis ce que j'essaie de faire souvent avec les gens avec qui je travaille, c'est plus multiplier les rencontres. Mais encore là, c'est peut-être pas nécessairement la panacée dans le sens que ça a des bons puis ça a des moins bons côtés. Donc, ce que je vais essayer ou ce que je travaille de plus en plus, c'est vraiment ce que je dis en début de rencontre, d'essayer d'étaper un peu le travail entre les rencontres puis de laisser disponible l'information, les choses pour que les gens prennent l'habitude d'y aller à d'autres moments. Donc, travailler de manière asynchrone, ça aussi, c'est un asynchrone, présentiel, et puis pandémie, c'est des mots qu'on utilise, qu'on n'utilisait pas beaucoup il y a 5 mois. Donc, de manière asynchrone, on pourrait continuer d'y travailler. Donc, ça serait moi une de mes pistes de réflexion là, pour ça. Tout à fait, mais on n'arrivera pas avec une formule magique. Hein? C'est des nouvelles manières de travailler et ça prend du temps à se les approprier. Donc, ce n'est pas vrai qu'on peut être aussi efficace en dedans de 6 mois, autant comme participant que comme animateur. Hein? Fait qu'il faut être capable aussi de faire réaliser autant aux gens qu'on anime qu'aux gens qui ont des attentes face à nous, qu'il faut se donner un peu de temps pour avancer dans tout ça. Je vais te donner la parole, Geneviève Reed. Je vois que la main est levée. Il y avait une question qui disait est-ce qu'il faut acheter l'application Mentimeter? Non. Je sais qu'il y a un nombre maximum de questions, par contre, pour la version gratuite. Quand on veut aller plus loin, il faut payer nécessairement. C'est souvent le cas. Nous, on vous a présenté ça, mais on n'est pas payé par aucune plateforme. Là, fait qu'on s'entend, là, on ne pousse pas pour une. Nous, nécessairement, on s'est habitué avec certaines plateformes plus que d'autres, mais il y en a plein d'autres par ailleurs. Puis comme on vous a dit d'entrée de jeu, on n'est pas des pédagogues ou si vous voulez aller plus loin dans l'utilisation de ces outils-là, il y a plein de tutoriels sur YouTube qui vous expliquent vraiment comment les utiliser, notamment pour comment créer des sous-groupes,
comment ramener les gens des sous-groupes. Tout ça, nous, on s'est dit, c'est pas notre job, mais il y a plein de gens qui l'offrent gratuitement sur YouTube par ailleurs. Geneviève, tu avais une question, je t'inviterai à ouvrir ton micro et nous la poser. Bonjour à tous, c'était Bonjour. très intéressant comme formation, merci beaucoup. Je voulais savoir, c'était plus au niveau d'une technique d'animation en ligne. Je me bute souvent à des silences, mais des silences pas voulus. Donc un peu, on lance une question et là, comme il y a personne qui répond. Donc, comment? Parce que dans un groupe, c'est facile, tu vas aller chercher tout ça, mais est-ce que vous avez des trucs d'animation à cet effet-là? Comment aller chercher les gens qui répondent moins ou carrément quand la salle ne répond pas, puis là, tu fais OK, non, qu'est-ce que je fais? Je vois les autres questions qui défilent, n'ayez crainte, hein, on va les adresser tout à l'heure, mais pour répondre à votre question, Geneviève, un des réflexes qu'on a comme animateur, c'est poser une question ouverte, hein, parce que c'est ça qu'on fait en groupe. Puis là, on regarde les gens, puis les gens se sentent un peu mal, fait qu'ils répondent. Ou quand ils voient que personne ne répond, puis que l'animateur devient un peu mal, parce qu'on est physiquement les uns avec les autres, il y a comme quelqu'un qui va finir par lever la main. Bon, ce n'est pas le cas en ligne. Donc, éviter des questions ouvertes. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, nous, quand on donne une formation, par exemple, à 50 personnes, on va regarder le profil des gens puis les catégories. Et donc, on va savoir ces catégories-là. Puis à un moment donné, au lieu de poser la question à tout le groupe, on va dire, bon, les gens du Bas-Saint-Laurent, là, qu'est-ce que vous pensez de cette question-là? Donc là, je me sens un petit peu plus interpellé. Je ne me sens pas dans une foule anonyme. Ou les gens du secteur de la santé, sur cette question-là spécifiquement. Fait que là, les gens se sentent un petit peu plus engagés plutôt qu'une question ouverte à tous où, quand on a les caméras fermées, on se dit, je ne suis pas obligé de répondre, là, il y a bien quelqu'un qui va répondre avant moi. Donc ça peut être une manière de faire, de mieux connaître un peu nos publics et nos sous-publics pour interpeller directement les sous-publics. En termes de temps d'une rencontre virtuelle, ben, Flavie nommait ça tout à l'heure un petit peu. Moins longtemps, plus souvent, si possible. Donc, moi, au bout de 2 heures, puis il y a des gens qui ont donné des trucs aussi. Tu sais, au bout de 50 minutes, on prend un 5 minutes de pause, hein, ou on prend 10 minutes de pause, puis on dit aux gens, même si on n'est pas fatigué, on prend la pause. C'est un peu comme prendre la route. Hein? Vous pouvez prendre la route pour 5 heures, mais à un moment donné, vous allez être écœuré. Si vous prenez une pause à toutes les heures, en 10 minutes, pour vous oxygéner, votre 5 heures, il va prendre un petit peu plus de temps, mais il n'y a pas de moment où vous allez vous écœurer de la route parce que vous allez prendre des pauses fréquemment. Donc ça, c'est un des moyens pour le faire. Si vous avez à la faire durer longtemps, mais sinon, ce qu'on suggère, là, nous, c'est maximum 3 heures, puis là-dessus, on se prend 2 pauses de 5-10 minutes, absolument, ou sinon une plus longue. Il faut vraiment prendre une pause parce que les gens qui sont 8-10 heures devant une caméra, à un moment donné, là, ça épuise totalement. J'aime bien le repenser à vos cours au collège ou à l'université. Effectivement, ça prend un minimum de temps pour s'aérer l'esprit. Mais moi, je voulais revenir aussi sur les tours de parole. Je pense qu'il faut effectivement donner la parole aux gens. Il faut clairement mentionner à qui on donne la parole puis comment, parce que les questions générales vont peut-être diminuer un peu. Puis, je reviendrai avec la question des sous-groupes. À défaut de poser une question genre « Qu'est-ce que vous en pensez? » puis d'attendre que quelqu'un réponde, ben peut-être faire une animation en sous-groupe avec un retour en grand groupe d'une manière ou d'une autre, même si on est seulement 10, si on divise en sous-groupes de 5, ben les gens vont avoir il va y avoir plus de fluidité dans les échanges, etc. Moi, en tout cas, c'est un outil que j'utilise le plus possible. Je vois l'inverse, comment on gère les tours de parole quand il y a trop de monde. Ben, un peu comme quand on est en présentiel. Là, on ne l'a pas fait parce qu'on est en mode webinaire. On est trop nombreux. Mais quand vous allez dans l'icône tout en bas, participant, ça ouvre une boîte de dialogue sur le côté et vous avez l'option de lever la main. Donc là, les gens, Geneviève notamment, l'a levé tout à l'heure. Vous, comme animateur, ce que vous pouvez faire, s'il y a plusieurs mains levées, c'est la même chose, on peut le faire quand on est en présence. OK, là, les tours de parole, il y a Geneviève, Marie-Claude, Dominique qui ont levé la parole, qui ont levé la main. Donc, je vais vous donner le tour de parole, ainsi de suite.
Donc, être capable de finalement nommer aux gens qu'on a vu qu'ils ont levé la main, hein, ou qu'elles ont levé la main, leur nommer leur ordre de présentation et comme ça défiler. Donc, ça fait en sorte que les gens, ils ne se demandent pas, coudon, y a-tu vu ma main levée ou pas? Non, vous leur nommez, ils se déstressent avec ça, vous pouvez le gérer. Je voudrais revenir aussi sur la question de ça prend un animateur. Bien, effectivement, ça, c'est la section que Sébastien a dû passer tout à l'heure, mais pendant la rencontre, on oublie des fois quand on fait des rencontres en ligne que ça va prendre quand même un ordre du jour, des procès-verbaux, etc., parce qu'on est en ligne, puis là, de plus en plus, on se rend compte qu'il faut une structure. Donc, effectivement, de clarifier des rôles d'animation, de donner des tours de parole, puis de prendre des notes, de prise de notes, ça reste encore plus pertinent là, dans les contextes de travail en ligne. Et encore une fois, je pense qu'il faut que collectivement, on soit capable d'adresser l'ampleur de la tâche d'animer en ligne et qu'on soit capable de nommer, ben là, on pourra peut-être plus être aussi efficace à chacun animer quelque chose de notre bord, puis il va peut-être falloir être deux, puis pour être capable de se soutenir. Parce que à un moment donné, si vous avez animé toute une journée, deux groupes différents, gérer les chats, penser aux liens à faire avec d'autres types de rencontres que vous avez eues sur le même sujet, à un moment donné, ça devient complètement... C'est le genre de choses qui est facile à faire d'animer deux groupes dans la même journée si vous êtes bien préparé en présence. Mais là, l'affaire, c'est qu'il faut tout en plus prendre en compte non seulement la gestion puis la préparation sur les plateformes, mais en plus, la gestion de l'interaction sur ces plateformes-là. Puis tout ça, en essayant, du moins nous, à Communagir, c'est ce qu'on souhaite, que ça ne soit pas mécanique et fonctionnel. Tout ça en favorisant l'engagement des gens. Donc, une manière, c'est justement d'avoir quelqu'un qui est là à côté de nous pour faire du lien, pour être capable d'assurer les questions dans le chat et d'avancer. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est en mode webinaire, on a beaucoup jasé. Il ne faut pas jaser autant que ça. Il ne faut pas faire comme ça. Non, mais l'idée, c'est qu'on est en mode webinaire. Mais une vraie rencontre, là, vous ne pouvez pas être là à jaser et prendre autant de place. Il faut que les gens puissent avoir de l'espace. Là, on a peu de temps, on est 200, on n'a pas le choix. Mais c'est important de créer de l'espace pour que les gens puissent s'exprimer et s'ils ne sont pas capables de le faire en grand groupe, de créer des animations pour qu'elles se jasent en sous-groupe de 2, de 3, de 5. Puis, en tant qu'animateur aussi, et même que participant, des fois, on oublie de prendre soin de soi, chose qu'on a constatée dernièrement dans notre équipe, puis je suis sûre que vous avez constaté la même chose. Vu qu'on est en ligne, on ne se déplace pas, on va pas. Donc, on a tendance à se booker des réunions à 2 minutes d'avis, à 2 minutes de distance, et ma rencontre finit à 1 heure, bon, mais j'en ai une autre à 1 heure. Puis là, ben, on passe de juste d'une fenêtre à l'autre, à l'autre, à l'autre. Fait que ça, prévoyez des délais entre vos rendez-vous et vos animations, c'est simple et ça aide à permettre de faciliter nos animations, d'être plus présents quand on anime. Et je vois quelqu'un qui a dit « Désolé, il faut que j'aille prendre ma pause de 15 minutes avant notre autre réunion. » Tout à fait. Bon point! Tout à fait, si vous avez une rencontre à demi. Je voyais quelqu'un qui disait « Dans le fond, on pourrait prendre les temps de pause pour faire les réflexions individuelles aux gens. » Moi, j'ai envie de vous dire non. On a besoin d'avoir des pauses dans la vie. On n'est pas des machines. Puis, c'est correct d'être en ligne, prendre 2 minutes, tout le monde en silence pour réfléchir. C'est correct, ça. On est rendu dans une pensée où toute minute doit être hyper productive. Or, si vous êtes 7 heures en ligne dans votre journée, là, on peut se permettre d'avoir des pauses? Parce que si vous seriez au bureau, là, vous jaseriez autour d'un café, vous iriez jaser dans le cadre de porte, vous auriez fumé une cigarette dehors. Là. On peut-tu se permettre aussi d'avoir des pauses? La notion de pause était déjà amoindrie depuis quelques années. Elle est en train de disparaître avec le travail en ligne. Or, on est des êtres physiques, on est des êtres cérébraux, il faut se permettre cet espace-là. Là, je ne sais pas, là, dans les questions, est-ce qu'il y en a qui veulent lever la main, là, parce qu'ils ont peut-être écrit leurs questions dans le chat, mais qui voudraient qu'on y revienne? N'hésitez pas, soit, donc, quand vous cliquez sur « Participants » en bas, à peu près à la centre-gauche, pour prendre des analogies politiques, vous pouvez aller cliquer sur la petite main bleue pour lever la main si vous avez des questions. Il y a la question oui, ici, là.
avez-vous des moyens créatifs pour susciter la participation active d'une activité virtuelle? Éviter le multitâche et que les gens prennent leur courriel ou fassent autre chose en même temps. Vas-y. En fait, c'est sûr que ça fait partie des réflexions qu'on a dès qu'on planifie nos animations. Comment est-ce qu'on s'assure que les gens participent puis soient présents à 100%? On essaie différentes, encore une fois, comme disait Sébastien, on ne veut pas faire de pub de plateforme, mais en même temps, on essaie différentes plateformes qui vont permettre de tout le monde collaborer sur un document en simultané pour pouvoir créer des liens, faire un peu ce qu'on faisait sur un grand flip en bon français avec des post-it. Puis, donc, d'avoir l'équivalent en ligne. On a ça sur Padlet ou sur Miro. Ce sont deux plateformes plus ou moins accessibles qui sont gratuites. Là. Ils ont trouvé des formats gratuits que nous, on a appris à utiliser. Il y en a certainement d'autres. Pour nous, c'est celles qu'on connaît, mais qui vont permettre d'avoir peut-être des animations plus interactives. Donc, on a des outils interactifs qui facilitent la collaboration sur Communagir pour emporter, qu'on pense qu'ils sont tentatables en ligne. Il y en a certains qu'on a déjà fait la réflexion et l'effort de vous proposer des adaptations à faire en ligne qui vont faciliter justement là, la collaboration active des participants à vos rencontres. Là, Sébastien, je ne sais pas si tu veux... Oui, et là, encore une fois, je le répète, là, mais on est dans un mode webinaire. OK, on s'entend, on est là pour jaser, nous présenter des choses. Vous n'êtes pas là-dedans généralement quand, ou du moins, la prétention aujourd'hui n'était pas vous dire comment animer un webinaire, mais plus des rencontres avec des plus petits groupes. Ce que je n'ai pas nommé dans les incontournables pour une rencontre réussie, pendant la rencontre, c'est entre autres réduire le temps de présentation. On fait la même chose, c'est ce qu'on s'applique, nous, quand on donne de la formation. On va être maximum 10 minutes en tant que présentateur en train de livrer un contenu. Au bout de 10 minutes, soit qu'on a une question à un sous-groupe particulier, ou on envoie les gens en sous-groupe de 2 puis on leur pose une question du genre « Comment ça peut s'appliquer? » Ou « Est-ce que je suis d'accord avec les propos qui sont livrés? » Ou « Sur quoi je ne suis pas d'accord? » On les envoie en sous-groupe de 2, ils s'en jasent pendant 5 minutes, puis là, on les fait revenir. On n'a pas nécessairement besoin de tous se partager ça. On peut refaire un bloc de 10 minutes, 15 minutes de contenu. Mais en termes d'attention, c'est important de plus segmenter le temps de présentation, justement parce qu'on a le loisir de s'en aller. Mais si rapidement je me fais poser une question, puis que pendant les 10 minutes où la personne présentait, je suis en train de naviguer sur d'autres choses ou de répondre à des courriels, puis que là, je me retrouve avec quelqu'un dans un sous-groupe, puis il faut que j'en parle, je vais peut-être me sentir un petit peu plus mal. Fait que la fois d'après, quand je vais avoir un autre contenu, je ne vais peut-être pas aller naviguer, puis je vais essayer d'écouter ce qui m'est présenté. Fait que ça, c'est des trucs qui n'empêchent pas les gens d'y aller, mais qui les favorisent à rester connectés sur ce qui se passe. Il y avait Mme Thibault qui avait une question, puis sinon, il y a une autre question dans le chat aussi. Oui, excusez, Huguette. Donc, on vous invite à... Je vous avais oublié, désolé. Bonjour. Pas de problème. Alors, je suis entièrement d'accord avec ce qui s'appelle la stratégie d'animation. Le grand ennemi, j'étais professeure il y a très longtemps au collégial en biologie, gestion de labo, gestion de calendrier. Je pense que l'ennemi numéro 1 de l'animateur, c'est de ne pas gérer le temps correctement. Ça, c'est certain. La maîtrise du contenu, c'est essentiel. Il ne faut pas escamoter la maîtrise du contenu avant de donner son atelier. Puis il est clair que le mot magique, souvent en biologie, on parle de biodiversité, mais le mot magique, c'est la diversité, les stratégies de communication avec le groupe avec lequel on est. Donc, comme vous avez dit, être capable de savoir qui est notre auditoire, évidemment, à la taille d'aujourd'hui, c'est très compliqué, mais idéalement, j'ai l'impression que diminuer les tailles, faire vos sous-groupes, faire les sous-groupes, mais à des moments différents ou autres, trouver le moyen d'avoir des réunions où, si c'est ça qu'on veut aller chercher, des données et de la concertation. Moi, je travaille actuellement pour un organisme de bassin versant. On a absolument besoin qu'il y ait concertation. Donc, pour moi, la question que je poserais, c'est quand vous avez
tenu vos sous-groupes? Comment vous collectez les données des sous-groupes? Vous avez un porte-parole, vous avez, j'ai vu, bon, un tableau blanc, mais est-ce que vous les filmez, par exemple? Pourrait-il être filmé en sous-groupe pour qu'après ça, quand on fait une plénière, on a le pouls des échanges? Donc, ça serait grosso modo mon besoin le plus immédiat, mais je comprends que c'est technique, mais peut-être que vu qu'on n'a pas eu l'occasion de faire l'exercice aujourd'hui, qu'est-ce que vous suggérez pour la mise en commun quand on dit retour en groupe? Tout à fait. Lorsque vous allez aller pour une rencontre réussie en ligne pendant l'animation, effectivement, quand on envoie les gens en sous-groupe, il faut clarifier les rôles. Si on a besoin d'avoir un rapporteur, il faut le nommer. Il faut dire aux gens qu'il va y avoir une période où ils seront appelés à revenir et partager. Il faut leur dire le temps qu'ils auront pour le faire aussi. Donc, les gens Puis là, on peut le marquer non seulement le dire, mais le marquer dans les consignes. Donc, pour que les gens le sachent et qu'on peut, par exemple, sur une plateforme comme Zoom, l'animateur peut envoyer des messages aux gens dans les salles. Donc, on pourrait remarquer, n'oubliez pas de vous nommer un rapporteur. Vous aurez 2 minutes par rapporteur pour faire une synthèse de ce qui s'est dit dans votre groupe. Donc, ça serait une manière de fonctionner. C'en est une. Après ça, c'est important. Là, j'ai perdu votre question, c'était comment favoriser le retour. Bien, il y a des outils comme, par exemple, Padlet, où là, les gens écrivent directement. Donc, écrivent sur une plateforme. Donc, quand ils s'en vont dans un sous-groupe, tout le monde travaille, ouvre un onglet dans leur navigateur et rentre. On peut se nommer un secrétaire qui va rentrer les réponses des gens dans la conversation. Et quand on va revenir en grand groupe, l'animateur va partager cet outil-là. Donc, c'est à partir de cet outil-là, déjà rempli, que le rapporteur va rappeler ce qui s'est dit dans son sous-groupe. Donc, ça, c'est une autre manière de faire. En fin de compte, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Est-ce que ça serait possible à ce moment-là que dans l'organisation qui organise la rencontre, qu'il y ait obligatoirement une personne habilitée pour guider le sous-groupe et ne pas les laisser en liberté, du genre à chaque tablé, si on veut, vous avez quelqu'un de l'organisation? Moi, je l'ai vécu là, dans une réunion en vrai et j'ai aimé qu'il y ait un animateur aguerri parce que là, vous demandez, le hasard fera que le sous-groupe, il y aura quelqu'un ou pas habilité à y aller techniquement sur différents outils. Tout va dépendre effectivement des publics que vous avez. Bien sûr. Notamment dans le cas d'un organisme de bassin versant, vous avez des citoyens qui ne sont peut-être pas habilités à faire ça. Souvent, dans un contexte de concertation, surtout depuis les derniers mois, les gens ont développé certaines habiletés, mais ce n'est pas égal d'une personne à l'autre. Donc, si on peut le faire, c'est sûr que c'est mieux d'avoir un animateur dans chaque sous-groupe. La réalité, c'est que souvent, on n'a pas le staff, le personnel pour se répartir, mais si on l'a, il y a tout à fait moyen notamment avec Zoom, d'envoyer les gens qu'on veut et de préformater les groupes pour s'assurer qu'il y ait une personne qui est plus habilitée dans chacun des sous-groupes qu'on va créer. Si jamais on n'a pas le personnel formé disponible pour le faire, il peut y avoir du temps prévu en amont de la rencontre pour préparer des outils de collecte clairs, puis des consignes pour l'animation au tablé qui vont permettre de faciliter l'animation par quelqu'un d'autre qui n'est pas nécessairement dédié à ça à la base. Oui. Tout va dépendre de l'objectif qui est souhaité, d'une part. Est-ce qu'on est plus en mode on jase, puis on se fait une tête commune, ou là, il faut livrer quelque chose? Bien là, on n'est pas dans les mêmes outils. Il faut livrer. Si on tient des tables de concertation, il faut livrer. C'est ça. Mais je me disais, c'est que probablement en pré-rencontre, vous pourriez avoir une liste ou on pourrait avoir une liste des outils dans votre guide de travail en sous-groupe. Voilà, sur cet outil-là, vous collectez ça, etc. Ou, à la limite, sonder les participants pour savoir qui est familier avec ceci ou cela. Moi, je ne sais pas trop. Ça devient fastidieux Peut-être c'est plus simple avec un guide. Tout à fait. Encore une fois, je rappelle, ça dépend de l'objectif que vous souhaitez pour votre rencontre, parce que des fois, on n'a pas besoin d'avoir une grosse préparation. Des fois, c'est nécessaire. Donc, ça va être tout dépendamment. Je voyais des questions là, sur ce que vous disiez en termes de filmer.
mais là, il y a des enjeux d'un point de vue de propriété, d'enjeux pas de propriété intellectuelle, là, mais de vie privée. Donc, réutiliser, filmer des gens sans qu'ils le désirent, là, ça veut dire d'être obligé de leur envoyer un formulaire pour qu'ils vous cochent qu'ils sont d'accord que vous les filmiez. Donc, il y a tout des enjeux au niveau de filmer qui ne sont pas idéaux d'un point de vue d'une rencontre en ligne, là. Mais c'est possible, mais encore faut-il le penser d'avance. Dans une rencontre, une formation Teams qu'on a eue récemment, c'est que pour ce qui est de filmer, quand vous annoncez, vous demandez aux gens de votre auditoire si vous acceptez d'être filmé ou pas, puis les gens pourraient répondre non, ou tout le monde va dire oui. Ça dépend tout le temps de ce qu'on va faire avec ce vidéo-là, parce que ça prend quelqu'un pour le réécouter, reprendre en note ce qui s'est dit. Est-ce qu'on a ce monde-là? Donc, il faut tout le temps évaluer à quoi va nous servir l'outil en question. Puis des fois, c'est adéquat, puis des fois, ça ne l'est pas. Ça dépend des contextes. Parce que quand... Il y avait... Il y avait... excusez, qu'il y a d'autres questions à côté. On va peut-être prendre d'autres questions. Parce on va prendre Non, c'était de façon générale. C'était pas spécifique, mais je pense que quand on fait des sous-groupes, très souvent, on peut perdre l'essentiel et la personne qui prend des notes à la fin ne réussit pas à transmettre peut-être suffisamment. Donc, l'idée de filmer le sous-groupe, c'est de permettre à la personne qui rédigera un rapport de tout ça, éventuellement de dégager les lignes les plus, en tout cas les plus claires ou les plus certaines. Mais bon, c'est un outil de collecte de données comme un autre, c'était ça l'esprit. Effectivement, il faut juste peser, voir un peu qu'est-ce qui est possible de faire, puis comment. Il y avait une autre possibilité sur une réflexion par rapport aux plateformes, à la plateforme comme Nagir pour emporter, voir si justement on avait la réflexion sur les outils en ligne. Je pense que Marie-Claude a mis dans la conversation, ma collègue Marie-Claude Labrie, là, le lien vers ce nouvel onglet que Sébastien a mentionné en début de rencontre là, sur comment, en tout cas, toute la réflexion qu'on avait autour d'une rencontre, comment animer une rencontre en ligne. Je ne sais pas, Sébastien, si tu voulais, je te laisse terminer écoutez, il est déjà 13h32, hein, le temps a filé. Voilà. On voit que c'est un sujet qui est sans fin. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions, mais qui ont mis des liens aussi là, fort pertinents. Ce qu'on va faire, du moins, je vais en parler avec Marie-Claude, qui est notre adjointe, en fait, notre support au niveau des communications. Peut-être qu'on sera capable d'archiver le chat puis peut-être le renvoyer aux gens qui étaient inscrits aujourd'hui, ou du moins les liens qui semblaient importants. On va se refaire un incontournable au mois de décembre, plus sur comment se donner des assises communes et non pas juste déclencher les échanges. C'est un sujet immense. On y a touché à peu près comme ça. Merci de votre présence. Flavie, est-ce que tu as un mot de la fin de ton côté? Non, ben merci. Je vous souhaite d'avoir des rencontres en ligne collaboratives, actives, animées et de sortir jouer dehors une fois de temps en temps malgré tout. Donc, merci beaucoup tout le monde. Puis on se dit à une prochaine. Donc, la prochaine fois qu'on sera là-dessus, ça sera en décembre. Et d'ici ce temps-là, on aura un autre outil écrit qui sortira au mois de novembre sur Comme Nager pour emporter. Si vous êtes sur l'infolette, vous verrez l'information là-dessus. Donc, merci tout le monde. Salut Isabelle Mercure. Salut Marie-Ève Charland. Il y a des gens que je vois plus que je reconnais. Là. Il y a des gens que je connais moins. Bref, il y a du monde que je connais. Il y en a d'autres que je connais moins ou des fois, je ne reconnais pas les visages. Donc, salut tout le monde. Merci. Merci beaucoup.